Brestois, Brestoises, au moins nous ne sommes pas le FC Nantes. Bienvenue pour ce 57e épisode de Brest on Air où je suis rejoint avec un revenant. On peut parler de revenant, c'est évidemment Fanch qui fait son retour, son grand retour sur le podcast après quelques semaines d'absence. Il est plutôt occupé, n'est-ce pas Fanch? Bonjour, oui, effectivement, du pain sur la planche, mais ça devrait bientôt se calmer d'ici à peu près à 2 mois, je dirais. 1 mois et demi, 2 mois, ça ira mieux. Très bien, en tout cas, on te le souhaite. Pour Oui, paraphraser un célèbre consultant ou clown, ça dépend il n'y des a pas de points de panique, vue. pas de panique, tout va bien, C'est le principal. absolument. C'est le principal. Et Yann, est-ce que tout va bien de ton côté également Yann qui lui est un habitué, hein, toujours présent, alors pas du comptoir, mais le pilier du podcast. Ah bah, le pilier du comptoir après ce match dimanche, c'était... Ah, j'étais triste. Hein. Ah merde. Et parfaite transition pour parler du sommaire de ce podcast, puisqu'on va revenir sur la défaite tristounette du Stade Brestois face au Bordeaux Girondins, puisque maintenant c'est comme ça qu'il faut les appeler. Il y aura évidemment quelques news, notamment un point sur le concours de pronostics qui bat son plein, et enfin un peu de Brest-Reims qui se jouera dimanche à Francis Leblay, dans un Francis Leblay toujours vide évidemment. Mais commençons avant tout par ce Bordeaux-Brest. À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Alors Bordeaux-Brest, Fanch, puisque tu reviens, on va te laisser la parole pour peut-être introduire ton avis. Un Bordeaux-Brest, comme je l'ai dit, très triste, notamment côté brestois, qui ont subi pendant tout le match finalement, et la sentence est tombée à la 84e minute avec l'ouverture du score et le but gagnant d'Hatem Ben Arfa, qui était, je pense, le meilleur joueur sur le terrain. Oui, absolument. Match très triste. Il y avait pas mal de choses à dire sur ce match après avoir vécu de très belles semaines, hein, finalement, de très beaux week-ends avec le Stade Brestois, 3 d'affilée. Donc malheureusement, j'avais pas forcément participé au podcast quand tout allait bien. Donc peut-être que je suis un chat noir, je ne le sais pas. Mais ouais, un match très triste. Et finalement, ce but de Ben Arfa, bon, on l'a un petit peu senti venir quand même. Tant Bordeaux a eu des opportunités de marquer déjà dès la 4e minute de jeu avec ce double poteau. Après, il y a eu le poteau, si je dis pas de bêtises, c'est Depréville qui doit frapper la barre ou l'équerre. Bon, la victoire de Bordeaux sur l'ensemble de la rencontre est absolument pas imméritée, je pense que c'est logique. Mais ce qui est frustrant, c'est effectivement d'encaisser à la 85e, arrivé là, tu peux espérer au moins tenir le match nul. J'ai pas trop compris ce qu'on a fait sur cette rencontre, notamment en termes tactiques, quand je vois que l'équipe a couru environ, ça j'en en a parlé, 10 km en tout de moins que l'adversaire. C'est comme si on avait joué avec un joueur de moins sur le terrain, hein, c'est quand même colossal. Voilà, j'ai pas vraiment compris. Est-ce que c'est un coup de mou physique, ce qui peut s'expliquer après avoir fait 3 grosses prestations précédemment. Et il y a des matchs où on peut passer à côté. On est Brest, faut pas oublier non plus qu'on va pas forcément gagner tous les matchs comme on l'a fait en marquant 4 buts par match. Si on doit trouver des points positifs, c'est peut-être qu'il y a quelques semaines sur ce match-là, on aurait été déjà mené 2 ou 3-0 à la mi-temps. Là, on a résisté, donc on va essayer de voir le côté positif des choses. Mais dans l'ensemble, ça reste très décevant, tant pas vraiment dans l'attitude, mais plutôt dans le mot attitude est peut-être un peu fort, plus dans le comportement sur le terrain où j'ai pas senti vraiment de pressing, d'envie. Je ne me l'explique pas, mais j'ai été déçu dans l'ensemble par la rencontre et par ce qu'on a pu proposer, surtout offensivement, alors que défensivement, c'était plutôt cohérent, on était plutôt bien en place. Ça rejoint un peu ce que l'entraîneur disait après la rencontre d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il a manqué d'un peu de tout. Hein, généralement, Olivier Dalloglio parle d'ingrédients. Évidemment, nous sommes de vrais cordons bleus, donc les ingrédients ça nous parle. Mais c'est vrai qu'il a manqué de tous les ingrédients finalement pour avoir une recette qui tenait la route le dimanche. Yann. Ouais, et ce du début à la fin. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des fois, assez souvent, même avec le Stade Brestois, il y avait une mi-temps qui était un peu la ramasse et l'autre très bonne. Là, vraiment, de la première à la 90, on n'y a pas cru. Honnêtement, j'étais déçu de prendre ce but, mais je m'y attendais, quoi. Si on avait pris un point de ce match, ça serait un immense vol. Donc, il n'y a pas vraiment de regret sur le résultat. Il y a du regret sur le comportement, comme l'a dit François, mais voilà, c'est résultat logique, mérité pour Bordeaux, pour Ben Arfa, qui a quand même eu 30% de possession à lui tout seul, faut le souligner. Mais voilà, il y a rien à dire. Hein. C'est vrai qu'après le match, on était déçus, mais plus par la prestation que le résultat finalement, qui n'était pas vraiment en adéquation avec ce qu'on avait vu, notamment au niveau du comportement. Tu l'as noté, Fanch. Par contre, c'est vrai que dans l'approche globale du match, j'ai trouvé que c'était
assez cohérent avec ce qu'on montrait. C'est-à-dire que le problème, je dirais, c'est que contrairement aux autres matchs, c'est qu'on n'a pas réussi à ouvrir le score. Alors on n'a pas mis les ingrédients pour le faire, mais c'est vrai que contre Monaco, contre Saint-Etienne, Lille, Metz, on avait réussi à ouvrir le score et effectivement ça a rentré parfaitement dans le plan mis en place par Daloglio, c'est-à-dire maintenant, est-ce que le Stade Brestois est devenu une équipe de contre? Visiblement oui, mais c'est vrai qu'il a manqué de pressing, il a manqué de justesse technique quand on avait les peu de fois où on avait le ballon, parce que en première mi-temps, je crois que c'était 66-34, quelque chose comme ça, la possession de balle. Oui, au moins, oui. Et un peu plus tôt dans le match, on avait vu du 74-26, du 70-30. Ça se termine autour de 58-42, donc voilà, c'était vraiment globalement très décevant. Et justement, je vous le demande, est-ce que le Stade Brestois est vraiment devenu ça? Est-ce que le Stade Brestois et Olivier Dalloglio en particulier a changé de fusil d'épaule et maintenant le Stade Brestois est une équipe de contre plutôt qu'une équipe de possession? C'est Je intéressant, pense. c'est intéressant que tu poses la question parce que justement, c'est au moment où tous les articles de presse généralisés ont commencé à parler en bien de Brest, en disant que c'était un jeu flamboyant, etc., que je trouve qu'au contraire, paradoxalement, on a arrêté de jouer de cette manière-là. Dans le sens où, là, depuis le match de Lille, bon, si la première mi-temps face à Lille est très bonne, après le match face à Saint-Etienne, je ne m'étais pas exprimé dessus, je n'avais pas trouvé on gagne 4-1 à la mi-temps, mais on ne fait pas forcément une première mi-temps exceptionnelle, on a énormément de réussite, en fait, chaque occasion va au fond. Et à Metz, on ne fait pas un match extraordinaire, on fait un match solide, mais surtout en contre et en phase de transition offensive très rapide. Moi, je trouve que oui, je suis d'accord sur le fait que Brest est devenu une équipe de contre, et ça se voit notamment dans les choix qui sont faits, dans le choix des joueurs, quand on enlève Charbonnier, qui n'est pas du tout lui un joueur de contre, qui est plutôt un joueur de ballon, pour faire place à Cardona et notamment Honora qui vont assez vite sur les côtés, sur les ailes. Je trouve qu'il y a eu un changement dans le paradigme, hein, vraiment un changement dans la manière globale de jouer et d'évoluer des Brestois. Et après, à raison, hein, on a vu sur les derniers matchs que ça avait porté plutôt ses fruits. Si on reste sur les 4 derniers matchs, ça fait quand même 9 points qui sont pris. On se procure beaucoup d'occasions comme ça et beaucoup moins d'occasions par du jeu et par des actions vraiment construites. C'est plutôt, il faudrait comparer avec des chiffres, je ne les ai pas en tête évidemment, mais sur le nombre de ballons et de touches de balle et de passes avant une frappe ou une occasion, je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant qu'en début de saison en tout cas. Après, là, peut-être pour mettre un peu de positif, il faut quand même souligner que Bordeaux fait une belle prestation et que maintenant qu'ils ont Ben Arfa, c'est quand même une équipe qui est taillée pour avoir le ballon. On leur a laissé volontairement, quoi, sans vraiment essayer de la récupérer. On a vraiment joué très très bas, et ça, on aurait pu au moins essayer parce que quand même, voilà, sur les côtés c'est Savali, alors Savali qui est quelqu'un de très athlétique, mais voilà, qui a ses lacunes, et surtout de l'autre bord Benito. Benito contre Honora, normalement il y a quelque chose à exploiter. Et il n'y a même pas eu des tentatives. Honora a vraiment été très très absent de cette rencontre, tant offensivement que défensivement. Hein. C'était pas fait les meilleurs. On n'a pas vu le meilleur Franck Honora, surtout après ces dernières semaines où il avait plutôt été brillant. Et c'est vrai qu'il y a eu des manques offensivement, oui, mais que ce soit avec le ballon et aussi sans ballon, il y a pas eu de cohérence dans les appels. Il n'y a pas eu je sais même pas s'il y a eu beaucoup d'appels, hein, finalement. Il n'y a pas eu de combinaison. On n'a pas vu ce qu'on avait pu voir les semaines dernières. Alors peut-être que les Bordelais avaient bien analysé la chose et que les adversaires vont commencer à s'adapter au nouveau Stade Brestois. À voir, mais c'est vrai que quand on a du mal à ouvrir le score, et ça j'insiste sur la notion d'ouvrir le score parce que ça rentre vraiment dans ce qui est préparé, quoi. L'idée c'est étant donné qu'on a moins le ballon, moins d'occasions, il faut vraiment ouvrir le score pour ensuite prendre les vagues et les contenir, et ensuite pouvoir, ce qu'on a fait face à Metz par exemple, pouvoir marquer un deuxième but sur une attaque rapide. Ce qu'il y a aussi à noter, c'est qu'il faudrait peut-être. Alors, on arrive à faire des matchs très intéressants et au sortir desquels on gagne 3 points et on marque beaucoup de buts. Mais d'un autre côté, on peut être très inconstant. Et ce serait bien on a cette phrase quand on commande les matchs de foot en général, quand on n'arrive pas à gagner un match, d'essayer de ne pas le perdre au moins. Et on a fait 0 match nul et je pense qu'on aurait pu gratter des matchs nuls sur des rencontres, et notamment à Bordeaux. C'est ce genre de petits points qui font la différence et qui pourraient nous faire progresser, passer un cap. Je trouve un peu dommage de forcément, quand tu n'arrives pas à ouvrir le score, comme tu dis Quentin, c'est vraiment primordial pour nous, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a encaissé le premier but, on a dû perdre. Que c'est dommage de passer à côté de points comme ça qui nous tendent finalement les bras, parce qu'on a résisté 85 minutes. Bon,
une erreur individuelle, une perte de balle et après une belle action individuelle de Ben Arfa nous coûte le match nul. Mais c'est dommage voilà, de ne pas être solide jusqu'au bout et de forcément craquer à chaque fois. C'est un peu frustrant. Sur les 7 défaites, tout à fait, il y en a 4 avec un seul but d'écart. Et je vais vous les donner et vous allez vous dire que oui, on aurait pu au moins avoir un match nul sur chacun de ces 4 matchs. Marseille, Angers, Ah oui, Angers, Rennes oui. et Bordeaux. Ah oui, c'est 4 points de perdus. Au moins 4. Je mets peut-être Bordeaux un peu à part parce que c'est un peu un miracle qu'on soit à 0-0 à la 85e. C'est vrai. Contrairement aux 3 autres matchs, là, il faut quand même le souligner, Gauthier Larsonneur a fait un très très bon match décisif sur la lignée de son match à Metz. Donc, je le mets un peu à part comparé aux autres matchs. On sent que j'ai plus de regrets sur les 3 premiers que tu as cités que sur celui-ci. Le regret, c'est de prendre le but aussi tard, quoi. Oui, voilà. C'est pas... Enfin, c'est logique, comme je le dis. Tout à fait. Vous considérez que c'est le plus mauvais match de la saison? Il y a Nîmes, il y a toujours Nîmes qui est... Ouais, si on met Nîmes à côté, parce que c'est vraiment le premier... Strasbourg, c'était dégueulasse aussi. Ah oui, t'as raison, oui, t'as raison. Il y a Strasbourg où... Je pense que Bordeaux est meilleur que Strasbourg. Ah oui. Donc oui, largement Strasbourg le pire. Mais celui-ci, comme l'a dit Quentin, c'est les intentions qui font mal en fait. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas essayé. Ça ressemble pas du tout à du Dalloglio ce qu'on a fait. Ça, c'était très entraîneur de Ligue 1 de base, d'attendre. Et je pense que si on s'est dit qu'en laissant le ballon à l'adversaire et en contrant, on allait réussir à chaque fois à en mettre 3 ou 4, c'est une erreur. Parce que du coup, on profite pas non plus de la qualité de certains de nos joueurs. Notamment, je pense à Romain Fèvre qui, lui, a besoin de toucher plus de ballons. Et on a vu que là, du coup, lorsqu'il l'avait, comme c'était assez rare, je pense qu'il a dû toucher beaucoup moins de ballons que d'habitude, et ben, il essayait de faire plus de différences individuelles et faire des mauvais choix. Et du coup, il peut devenir assez agaçant dans ce sens où il va tenter de faire la différence parce qu'il est privé de ballon. Et du coup, lorsqu'il l'a, il a envie de montrer qu'il sait bien l'utiliser. Ça, on le sait que c'est un très bon technicien. Mais du coup, voilà, on arrive à des erreurs individuelles et des passes ratées assez faciles et on perd de confiance et c'est un petit peu regrettable. Il y a certains joueurs qui ont tendance à se perdre quand ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire la différence, qu'ils peuvent faire la différence face à en Ligue 1, quoi. Ils arrivent à ce niveau dans un nouveau championnat et ils se rendent compte qu'ils sont au niveau, voire plus. Et du coup, ils se mettent à surjouer. Mm-hmm. Et ça peut être dangereux parce que, alors effectivement, il y a le fait d'être sevré de ballon et justement, étant donné qu'il adore avoir le ballon, Fèvre a envie d'en faire plus, mais il y a aussi le côté, il se rend compte qu'il est peut-être pas largement, mais au-dessus du niveau technique de la Ligue 1. Et du coup, il a l'impression de pouvoir le faire à chaque fois. Et du coup, il essaye peut-être de faire le dribble trop, la passe décisive, plutôt que de rester simple comme il pouvait le faire au début du championnat. Et évidemment, il avait d'autres joueurs à côté de lui au début du championnat qui le mettaient peut-être un peu plus en valeur. Et c'est l'un des autres points de ce nouveau Stade Brestois. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Je dirais qu'il y a certains joueurs qui ne sont plus mis en valeur par le collectif. On l'avait dit ça, notamment... On l'avait dit qu'il fallait absolument, comme on était Brest et que on avait des individualités certes, mais pas forcément. Voilà, notre force normalement c'est le collectif. Lorsqu'on commence à jouer pour soi et un petit peu trop individuellement, de manière un petit peu trop individualiste, et on va tomber dans des excès et finalement ça va être au détriment du collectif et c'est regrettable. Et on l'avait dit notamment dans le très bon podcast avec Julien Maumont, cette faculté qu'avait Brest à mettre en valeur les individus et Romain Perrault en particulier. C'est beaucoup moins le cas, même s'il continue de faire des stats, parce que déjà il sent bien le jeu, donc il sait quand il faut monter, quand il faut pas trop monter. Mais c'est vrai qu'on le voit moins aux avant-postes. On attaque beaucoup moins de manière générale, et c'est sûr que alors évidemment on est beaucoup plus solide, effectivement, mais c'est tout l'équilibre qui est à retrouver, on va dire. Enfin, on l'a jamais trouvé finalement, donc on est passé de tout au tout finalement. On était vraiment très perméable défensivement, on est devenu plutôt imperméable, sans se concéder beaucoup d'occasions même. Mais offensivement, il y a vraiment plus cette créativité, cette variation d'attaque. Et voilà, je trouve ça assez dangereux parce qu'il y avait je pense que ce Stade Brestois parviendra à se maintenir en Ligue 1 parce qu'il a, je pense, des joueurs suffisamment bons pour faire la différence individuellement. Mais sur le long terme, je ne sais pas si c'est la bonne solution de
de devenir une équipe de contre. Alors ça changera peut-être que les joueurs changeront et le mercato sera peut-être un peu plus ciblé autour de joueurs qui savent jouer en possession. Il y a aussi le problème du milieu de terrain qui n'a pas été remplacé, et Paul Lannes, même s'il n'a pas été il a pas fait un mauvais match contre Bordeaux, il reste toujours limité dans ce qu'il peut faire, et ça limite aussi l'ensemble du collectif. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses enfin peut-être pas à corriger, mais à revoir. Et j'ai l'impression que le Stade Brestois actuellement se cherche totalement. Est-ce que l'équipe n'a pas été non plus trop... Après ces 3 victoires, dont 2 brillantes quand même contre Saint-Etienne et Lille, en tout cas en termes de spectacle, plus que de maîtrise selon moi, est-ce que l'équipe ne s'est pas d'une part peut-être vue trop belle et ensuite a quand même eu les louanges dans les médias, dans la presse, ceci, cela, on a posé la question à Dalloglio, est-ce que ça fait du bien d'entendre parler de vous en bien, etc. Est-ce que l'équipe ne s'est pas un petit peu trop reposée sur ses lauriers en se disant, de toute façon on est largement au niveau et que les efforts, c'était pas forcément nécessaire d'en faire autant? Je sais pas, hein, je pose la question, je n'ai pas de réponse. Je pense pas, parce que pour moi, vraiment, l'impression que j'ai eue du début à la fin, c'est que c'était un choix. Que de jouer aussi bas, c'était un choix. De laisser le ballon au Bordelais, c'était un choix. Et ça rejoint ce que disait Quentin, c'est un choix qu'on a l'air de voir depuis plusieurs semaines. L'interrogation, c'est est-ce qu'on le verra face à une équipe contre Reims, par exemple, qui, enfin là, il n'y a vraiment pas d'excuse. Normalement, tu laisses pas le ballon à domicile face à Reims. Non. Ça sent D'où l'importance de marquer le premier but. Oui. Et ça avait été le cas l'année dernière contre Reims aussi. On l'avait fait très tard effectivement, mais mieux vaut tard que jamais parfois, souvent même. Et c'est vrai que c'est une question qu'on développera peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais face à Reims, c'est sûr que si les deux équipes veulent jouer en contre, on est là pour un match qui va rester dans les annales du football de la Ligue 1, je pense. Oui. Ça fait pas rêver, avant le match comme ça fait pas rêver le Brest-Reims. Oh non. Peut-être juste un élément, mais c'est peut-être une petite transition vers... J'ai une autre question, moi, sinon, sur le match. Après. Vas-y. Non, sur la... Vas-y Yann, je t'en prie, je poserai la question après. Ma question, c'était sur la gestion de Dalloglio. Bon, il y a la gestion du plan tactique, etc. Voilà, il peut avoir ses raisons. Mais moi, ce que je comprends vraiment de moins en moins, c'est la gestion des changements. C'était la même question. Il me semble qu'on a fait notre premier changement à la 75e minute de jeu. On fait le dernier, et c'est quand même le 3e match consécutif où il fait rentrer un mec à la 89e, 90e minute de jeu. Enfin, on lui a reproché peut-être en début de saison d'avoir fait un peu n'importe quoi sur ses changements. Je sais plus quel match c'était. Angers. Contre Angers. Mais là, j'ai l'impression que s'il pouvait ne faire aucun changement, il en ferait aucun. Alors que ça se voyait... Si il peut rentrer le Doiron, il peut s'en passer. Hein. Oui, c'est sûr. Mais enfin, même au-delà des considérations tactiques, on l'a vu, en fin de match, tu avais des joueurs qui étaient totalement sur les genoux. Hein. On pense à un Paul Lannes qui, pour moi, a peut-être fait son meilleur match de cette saison. Mais physiquement, à la 65e, c'était fini pour lui. Et pourtant, il reste sur le terrain jusqu'à la 80e. Oui. Non, mais ça me surprend toujours cette gestion des changements d'Olivier Dalloglio. Autant Angers, il avait fait un peu n'importe quoi en enlevant, je me semble, Charbonnier et Fèvre en même temps. Là, il attend beaucoup de temps pour agir. Surtout sur un match comme ça, c'est surprenant. À la limite, un match dans lequel tu mènes, où l'équipe est vraiment à l'aise, tu peux comprendre qu'il ne fasse pas de changement, parce que pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Là, ça ne fonctionnait pas visiblement. Hein. De toute manière, on l'a bien vu, c'était clairement pas un super match de la part des Brestois. Après, est-ce qu'il a confiance en son banc de touche? Quand tu vois qu'il fait entrer Tavares à la 90e minute, tu as envie de demander à quoi ça sert dans ces cas-là. On dirait il subit un peu les événements. Bon, on a encaissé, donc il fait ceci. Il n'est pas forcément acteur de ces changements. Bon, des fois ça a pu marcher, là ça n'a pas été vraiment très positif, j'ai envie de dire. Je suis surpris aussi. En plus, ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il fasse toujours les mêmes trucs. Honora et Cardona qui sortent en même temps pour entrer le Doiron, un peu d'inventivité, quoi. On dirait moi sur Football Manager, là. Non, mais c'est ça, c'est un peu énervant de voir toujours la même chose. Les deux ailiers qui sortent et un attaquant, hop. À la limite, si ça marchait, pourquoi pas, mais je veux dire, j'ai pas envie de charger Jérémy Le Doiron parce que c'est pas de sa faute s'il rentre, mais match après match, il montre deux choses qui sont très énervantes. La première, c'est que il a pour l'instant pas le niveau de la Ligue 1, et la deuxième, c'est que il pense l'avoir parce qu'il joue
Enfin, il fait des choses qu'il ne sait pas faire, visiblement. C'est un gros Et problème. ça, vraiment, c'est très énervant. Surtout pour un joueur qui... Enfin, je veux dire, quand on le fait rentrer, on sait très bien que c'est pas pour effacer 5 joueurs et marquer. Et à un moment, tu sais faire des choses simples, fais-les. Il va pas te compliquer à te prendre pour Lionel Messi alors que t'es Jérémy Le Doiron. Mais je pense qu'il veut en fait bien faire et qu'il veut Il veut montrer, il veut trop montrer. Mais le problème, c'est qu'il va mieux montrer ce qu'il sait faire en faisant des choses simples, à mon avis, qu'en faisant des choses qui ne sont pas des choses de Jérémy Le Doiron, en fait. Parce qu'on avait des joueurs limités. On a vu par exemple un Romain Poyet en Ligue 1. Il était limité, mais il faisait ce qu'il pouvait, ce qu'il savait faire. Et il a fait un très bon, je dirais pas un très bon joueur de Ligue 1, mais en tout cas un très bon joueur de Brest sur cette année 2010-2011. Il y a d'autres joueurs qui ont été limités à Brest et qui ont fait des choses assez intéressantes. Lui, il est en train de se griller et de devenir un peu la tête de turc des supporters en plus. Totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, sans le blâmer plus que ça. C'est pas la raison de la défaite non plus. Non, bah non. Voilà, ce sont des critiques, je dirais, constructives. Mais c'est sûr que quand c'était même déjà le cas contre Saint-Etienne, il me semble, où il part en contre et il va vers le poteau de corner en tentant de jouer de la semelle, tout ça. Bon, c'est pas ce qu'on lui demande de faire d'une, et c'est pas ce qu'il sait faire, donc voilà. Je dirais que c'est qu'il fait ça pour retrouver la place qu'il avait en début de saison. Mais c'est pas comme ça qu'il l'aura, donc. Non, non, ça c'est sûr. Enfin, après, peut-être que les supporters sont contents de le voir faire ça parce que ça voudra dire que il s'éloigne du 11 type et d'éventuelles rentrées sur les prochains matchs. Donc, mais c'est vrai que peut-être un Tavares, il y a rien à perdre de toute façon. Hein. Pourquoi ne pas faire rentrer Tavares 15 minutes pour voir ce qu'il vaut, pour mettre un peu de tonus dans un match qui en manquait cruellement. On voit que sur les petites minutes qui rentrent, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'envie dans ce qu'il fait. Ça, on peut pas lui reprocher sur les quelques. Il a l'air dans l'esprit. Ouais, il a l'air dans l'esprit, il a l'air d'avoir envie, il a l'air de vouloir se dépenser. Il y a quand même 1 million d'euros qui sont partis sur lui, hein, donc ou 1 million d'euros qui est parti sur lui. Donc, faut pas hésiter à le lancer, mettre un peu de créativité, de changement dans les changements. Peut-être quelques points individuels. Personnellement, je pense qu'on peut le séquencer de manière très simple. Les joueurs défensifs, les joueurs offensifs. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, tu as mentionné Gauthier Larsonneur, par exemple, qui a été effectivement qu'on retrouve semaine après semaine. Déjà contre Metz, il y avait eu pas mal de mieux. Ça s'est confirmé contre Bordeaux. On dit souvent que les grands gardiens ont les montants avec eux. Oui, c'est vrai. Est-ce que là, c'est peut-être aussi la réussite qui revient de son côté. Même le jeu au pied était un peu mieux. C'est une question de confiance probablement, mais c'est bien. C'est rassurant parce qu'on en aura besoin. J'ai bien aimé quand la compo est sortie de voir que Chardonnay était encore titulaire. Oui, et il n'a pas déçu. Je trouve ça mérité. Et depuis le temps qu'on dit il a fait un bon match, mais bon, Herrel est remplacé. Là, il a pris la place d'un mec qui a été recruté 4 millions ou 5 millions d'euros. Et pour moi, c'est pas volé. J'espère qu'il va continuer comme ça dans la durée. Par contre, Duverne, j'ai pas du tout aimé son match à lui. Un moment où il se fait passer comme un Benjamin. Oui. C'est terrible. Mais c'est peut-être après avoir reçu le carton jaune, non? D'ailleurs, son carton jaune, on en parle ou... C'est dommage parce qu'il fait vraiment une super action à part ça. Ouais, non, mais c'est ridicule de tomber quand il y a le VAR, ça sert à rien de simuler. Je veux dire, qu'est-ce que tu espères en fait? Le mec, dans tous les cas, ce sera checké, même pour un poil de 1. C'est pour un hors-jeu, on vérifie. Alors pour un truc aussi grossier, j'ai pas trop. Du coup, il se met en danger pour le reste du match. Et je comprends pas pourquoi il est capitaine depuis le début, moi, de toute manière. T'as qu'à mettre le brassard à Chardonnay à côté de lui, puis ce sera bon. Puisqu'on parle de Chardonnay, je lance un petit débat. Est-ce que pour vous, il y a faute à la dernière minute sur Chardonnay? Parce que j'ai eu beaucoup de supporters Restore râler dessus. Oui, vu la justification de l'arbitre, oui. Parce que l'arbitre dit que le Bordelais protège le ballon, mais il protège un ballon qu'il n'a pas, donc non. Moi, je sais pas s'il y a faute, mais ça aurait mérité quelques ralentis, un visionnage vidéoludique. Moi, je l'aurais pas sifflé dans le sens où le mec, il est là, quoi. C'est pas un scandale d'arbitrage, je suis d'accord. Mais voilà, c'est le fait effectivement qu'on n'ait pas été voir qui est frustrant. Mais après, c'est pas un scandale non plus, je rejoins là-dessus. Non, je pense pas qu'il l'aurait mis, mais bon, ça, voilà, c'est. On aurait vibré un petit détail. peu. C'est un détail. De toute façon, il aurait fait tirer le Doiron.
Au individuel, il n'y a pas eu de joueur qui a vraiment brillé plus que ça. Non. Non, Moi, non. plus Certains ont déçu, mais il y a forcément des coups de mou aussi dans une saison. Vous pouvez pas enchaîner encore un match en marquant 3 buts, en étant ultra réaliste offensivement. Moi, j'ai pas trop aimé le match d'Honora. Je trouve qu'il aurait pu proposer un petit peu davantage. Mais bon. avant 4 matchs en 10 jours, Oui, ah oui, ça va être. parce que physiquement, on est au point. On le verra. Du coup, là, c'est Reims, Lyon, Montpellier, Lens, c'est ça? Solide. Parfait pour ce match sur Bordeaux. Je pense qu'on a été meilleur que les Brestois. Et notamment toi, Fanche, qu'on va laisser, qui va retourner à ses occupations. Oui, avec grand plaisir. Si vous voulez un petit podcast sur l'effondrement du pouvoir royal anglais entre 1640 et 1649, d'ici normalement 2 heures, je pourrais être apte pour vous faire un petit truc là-dessus. Mais là, en ce moment. Eh bien, un hors-série. Alors, c'est tout Peut-être. à fait. On invitera notre ami Charles II. Oui, messieurs, bon match. Dimanche. De notre côté, Yann, on va continuer avec les news. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Et les news, ça commence par un petit point Larouste. Évidemment, Larouste, le concours de pronostics toujours parrainé par la très belle. Évidemment, à l'approche de Noël, n'hésitez pas à commander votre petit carton de très belle avec l'inévitable Jean Sim, évidemment. Un petit point, Yann, peut-être. D'ailleurs, ça va être presque tes news, puisqu'on passera après aux anciens Brestois qui ont peut-être brillé, peut-être pas, mais il n'y a toujours pas de matchs et de résultats de jeunes et de féminines. Donc, Yann, la piste est à toi. Alors, on va commencer en mettant en avant un Brestois qui brille quand même. Alors, vous m'excuserez la prononciation, je crois que c'est Jimsla, qui, il faut le noter, est le leader sur la Rousse dans notre groupe, mais leader sur l'ensemble du site. Et voilà, ça c'est beau. Il a quand même 300 points d'avance sur le second. Il a depuis le début de saison 55 bons résultats et 17 scores parfaits. Donc c'est gros bravo à lui. Franchement, il n'y a pas à chier. Il a encore été très bon cette semaine du côté de Breston Air. Les vainqueurs de la journée sont Nico Point, Tom 29P et Slicer 29. Je tiens quand même à signaler la belle performance du compte Breston Air, qui me semble est dans le top 50. Voilà, mais comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, alors moi j'ai perdu le magnifique nombre de 29 places. Ça Aïe, aïe, fait aïe. plaisir. Il y a du bon dans le mauvais. Mais c'est vrai que j'ai notamment oublié de pronostiquer la victoire de Lille, et j'aurais sûrement mis un 2-1 ou 2-0. Donc c'est Aïe, le aïe. coup dur, malheureusement. Évidemment, on avait quand même trouvé la victoire de Strasbourg, le bon résultat pour Angers, et voilà. Et c'est à peu près tout. Juste pour compléter, le podium sur Breston Air, c'est donc Jimsla premier, incontesté, suivi de XB et de MacMac qui fait son apparition sur le podium, il me semble. Donc voilà, bravo à eux trois. La route est encore longue, parce qu'il y a bien une bonne dizaine de personnes qui peuvent passer sur le podium d'une semaine à l'autre. Donc continuez à jouer, continuez à être assidus, vous l'êtes pour l'instant, donc bravo à vous. Alors que juste derrière moi, il y a le très bien nommé Kim Jong 29. Passons de ton côté, Yann, aux anciens Brestois qui ont-ils été de bonne qualité ce week-end? Et alors, pour rappel, on n'a malheureusement pas pu faire un épisode la semaine dernière pour des soucis informatiques. Entre-temps, il y a quand même eu 3 matchs de Ligue 2. J'ai presque envie de renommer cette catégorie le Auxerre en air, puisque pour Auxerre, tout se passe très bien. Ils sortent d'une victoire 6-0 face à Niort, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 2. Auxerre 3 buts. invaincu depuis le podcast avec Quentin Eh oui. Bernard. Et oui, en plus. Porté par un Mathias Autrette qui est sur 3 buts en 3 matchs, et je crois que c'est 2 passes décisives. Donc vraiment, bravo à lui. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de faire marquer Michael Le Billon, qui est visiblement parti pour exploser le record de Gaëtan Charbonnier. Globalement, du coup, Auxerre est aujourd'hui, il me semble que c'est 4e. Oui, Auxerre est 4e. Et ça, c'est assez sympa à noter. C'est que dans les 5 équipes de tête de Ligue 2, il y a un ancien Brestois. Le leader, c'est 3, qui a donc Lenny Pintor dans son équipe, qui malheureusement ne joue pas trop. Le second, c'est le Paris FC, qui est totalement en chute libre depuis quelques journées, qui a Gaëtan Bello. Le troisième, c'est Grenoble avec Manuel Pérez.
Le quatrième, bon, c'est Auxerre, il y a beaucoup trop de monde pour le dire. Et le cinquième, c'est Clermont qui a Arthur Desmas et Jason Berthomier. Donc c'est toujours très plaisant. Et Johan Gatien, toujours non? Johan Gatien, toujours, qui a été passeur des chiffres cette semaine d'ailleurs. Et voilà. Victoire 3-0 à Pau. Mais il y a autre chose qui est satisfaisant, et ça c'était la semaine dernière, on n'a pas pu en parler, c'est le but de Valentin Henry face à l'en avant de Guingamp quand même. Le formé au club qui brille face à Guingamp. C'est plaisir. C'est peut-être le seul plaisir qu'a eu Valentin Henry sur ce début de saison, parce que malheureusement Rodez est à la 19e place. Ils n'ont pas gagné depuis 9 rencontres. Donc ça sent un peu mauvais pour nos amis de Rodez, malheureusement. Et je pense que là, on a fait le tour quand même au niveau des anciens Brestois en Ligue 1. Moi, je vais te poser une question maintenant sur l'étranger. À ton avis, qui est le seul ancien Brestois à avoir marqué ce week-end à l'étranger, c'est-à-dire hors Ligue 2, Ligue 1? Est-ce que c'est un pays très exotique ou pas? Oui, c'est un pays très exotique et c'est un joueur d'autant plus exotique. Est-ce que ce serait pas Melvin Platier? Ah non, c'est Kevin Koubemba qui a marqué avec son équipe de Bakou. Il est dernier du championnat azéri, malheureusement. C'est un but qui permet d'accrocher un bon point, mais face à une équipe de Kachla qui était réduite à 9. Bon, voilà, c'est le seul Brestois qui a marqué. Tu nous fais rêver là, Yann. Tu nous fais rêver. Eh oui. Une dernière minute de podcast qui va sûrement rentrer dans la légende. Et bah allez, en parlant de rentrer dans la légende, là c'est le dernier Brestois que j'ai envie d'évoquer, c'est Romain Le Normand. Alors la Sociedad, c'est 4 nuls en 4 matchs, toutes compétitions confondues, mais c'est surtout un match décisif à jouer dès ce jeudi soir sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona, puisque la Real Sociedad doit tout simplement faire un meilleur résultat que l'AZ Alkmaar, qui elle se déplace sur la pelouse de Rijeka, pour pouvoir espérer se qualifier pour la suite de l'Europa League. Je crois que c'est les 64e de finale. Ah non, les 16e. Les 16e en Europa League? Oui, tout à fait. D'accord, ce sera les 16e. Donc on sera derrière Robin Normand, qui a d'ailleurs été reposé ce week-end, justement en prévision de ce choc face au Napoli. Ça sera dur, mais ça serait beau d'avoir un ancien Brestois qui passe les poules d'une compétition européenne quand même. Formé à Brest, d'autant plus. Et oui. Donc ça serait une première, mais en tout cas on lui souhaite, parce que malheureusement c'est peut-être le seul Brestois qui brille en dehors de la France ces temps-ci. Et juste pour revenir sur Kevin Koubemba, ça peut être une bonne pioche pour un club qui voudrait faire un transfert à Bakou. Hein. Oh. Ah ouais. Oui, j'accepte. J'aime beaucoup. Sur ce, pas d'autres news. Hein, c'est plutôt calme avec tout ce... J'ai malheureusement une dernière news qui est un peu triste, mais je pense que vous l'avez vu passer, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de public dans les stades avant janvier au minimum. Donc on sait que le club des espoirs d'avoir du monde pour Noël, ça sera malheureusement pas le cas. Après, c'est cohérent. Hein. Oui. C'est le dernier. Il y a certains clubs, évidemment, qui ont besoin de cet argent autour des soirs de match pour perdurer, mais c'est vrai qu'en Ligue 1 notamment, ça sert pas vraiment à rien de prendre des risques inutiles et faire venir des gens. Plus vite on en aura fini avec ça, plus vite il y aura des stades pleins de nouveau. Donc ça sert à rien de retarder l'échéance comme ça. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu triste à vivre, hein, et ça sera donc c'est tout à fait triste à vivre, oui. Ça sera un Brest-Reims une nouvelle fois à huis clos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller répondre au sondage du Telegram qui vous demande comment vous vivez cette période de match de ces temps où vous ne pouvez pas aller au stade. Sur ce, passons à Reims peut-être. Un peu de Reims-Brest. Oui. Ou de Brest-Reims même. Tout à fait. Brest-Reims, donc une double confrontation l'année dernière qui avait apporté son lot de péripéties, avec ça coïncidait avec la première victoire du Stade brestois depuis son retour en Ligue 1, avec ce but de Gaëtan Charbonnier à un moment où on était tous au stade. Oui. Et le match retour qui était le dernier match avant l'arrêt de la Ligue 1, avec ce penalty légendaire déjà d'Alexandre Mendy. Bilan de la saison, victoire 1-0 de chaque côté. Tout à fait. Et vu les formes actuelles et surtout les façons de jouer des deux équipes, ce serait pas étonnant de voir un autre 1-0
ce dimanche à Francis-Leblay. Espérons que ce soit pour le Stade brestois. Alors Reims-Brest, deux équipes du globalement bas du tableau. On s'attendait peut-être pas à voir Reims aussi mal classé après 13 journées. Il y a ce côté Coupe d'Europe qui les a fait démarrer la saison très tôt. Ça a peut-être coûté quelques cartouches aux joueurs du Stade de Reims. David Guillon était pas mal critiqué à un moment donné. Il a quand même relativement équilibré les choses depuis quelques semaines, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux du Stade de Reims depuis le début de saison qu'une 18e place après 13 journées, notamment après avec un mercato, même s'ils ont perdu notamment les Dissassi et Camara à Monaco et Nice respectivement, un mercato plutôt intéressant avec notamment l'arrivée de Valone Berisha, un sacré nom quand même pour un club comme le Stade de Reims. Tu évoques justement la situation de Guillon. Même si ça s'est un peu amélioré, il faut quand même reconnaître que Reims, même aujourd'hui, n'est pas aussi performant qu'on le voudrait. Il y a eu une victoire 4-0 sur la pelouse de Montpellier. Montpellier qui a quand même pris 2 rouges en première mi-temps. Mais sinon, c'est vraiment une équipe qui va jouer le maintien, chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Même aujourd'hui où ils sont peut-être en pleine position de leurs moyens, ça ne jouera pas plus que le maintien. Donc tu considères ça donc comme un match, je sais pas si c'est un match à 6 points, mais contre un concurrent direct. Et généralement, on s'en sort plutôt bien contre ce genre d'équipe. Moi, je vois quand même Reims se maintenir assez facilement s'ils arrivent à retrouver, peut-être pas le fond de jeu parce qu'il a jamais été vraiment brillant côté rémois malgré les joueurs qu'ils ont, hein, Cafaro, Zenelli, Berisha, Doumbia, Diaz. Normalement, ça doit jouer beaucoup mieux au foot que ça et marquer un peu plus de buts que ça. Mais c'est vrai que un peu à la manière de Brest, ils sont suffisamment solides, je dirais, pour se sauver sans trop de soucis. Comme un peu une équipe comme Strasbourg finalement. Oui, c'est aidé. Après, tu évoquais justement le beau jeu, et je trouve que la comparaison avec Strasbourg, elle fait sens, parce que là, Brest va tout simplement jouer l'équipe qui a le moins de possession en Ligue 1. En moyenne, c'est même pas 45%, et en déplacement, Reims a rarement plus de 40% de possession. Donc là, c'est vraiment l'équipe type de Ligue 1 qui pense à bien défendre avant tout. Justement, là, ça fait écho à ce qu'on disait en début de podcast, c'est comment est-ce qu'on va les jouer, puisque visiblement, c'était un peu notre credo sur ces 4 derniers matchs. Est-ce qu'on va pouvoir appliquer la même méthode face à une équipe qui, je pense, serait très heureuse de repartir Francis-Leblay avec un point? Et d'où l'importance, comme je l'ai dit tout à l'heure, du premier but dans ce match. Juste un petit point puisqu'on parlait de possession de balle. Et de possession de balle avec ce nouveau Stade brestois, puisque donc voilà, pour préparer un peu, j'ai regardé les 5 derniers matchs et le taux de possession de balle du Stade brestois, donc 42% contre Bordeaux, 55 contre Metz, où je m'attendais pas à voir ce chiffre, mais bon, c'est un fait. 41% contre Saint-Etienne, 37% contre Lille et 31% contre Rennes. Ouais. Donc on a vraiment un changement radical de philosophie du côté du Stade brestois. Rien qu'au niveau de la possession de balle, on voit que le Stade brestois n'est plus, en tout cas n'utilise plus les mêmes armes pour tenter de gagner un match. Pour poursuivre un peu sur le portrait rémois, il y a quelque chose qui est assez frappant sur les buts de saison rémois, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. J'ai regardé, Reims a marqué 16 buts cette saison, ils en ont quand même marqué 13 en déplacement. Bon, il y en a eu 4 contre Montpellier, il y en a eu 4 lors du 4-4 improbable à Lens, mais ça semble être une équipe qui sait bien se déplacer. Donc ça risque pas d'être un match facile, ça risque d'être un match franchement très fermé, hein. Reims, c'est une des équipes qui à la fois frappe le moins, mais aussi une des équipes qui concède le moins de frappes. Franchement, je m'attends peut-être à la plus grosse purge de ce début de saison côté brestois. Et un joueur surtout à surveiller, Ah oui, vous savez Boulaïdia. évidemment de qui je parle, Boulaïdia, Mm. avec 8 buts en 11 matchs. Le deuxième rémois avec le plus de buts, c'est tout simplement, ils sont plusieurs, hein, puisque Oui, c'est un but. c'est ça. Il y C'est a quand- une unité. il y a une caractéristique qui est à surveiller, hein, peut-être du côté de Reims, c'est que c'est une équipe qui tire beaucoup de loin, plus que les autres, très largement même. Je crois que c'est quasiment un tir sur deux qui est au-delà de la surface. Donc c'est un match où il faudra être très présent au milieu, où il faudra compter sur un Gauthier Larsonneur du niveau du match face à Bordeaux. Et voilà, effectivement, il y a Boulaïdia qui sera surveillé, mais peut-être pas que, parce que comme tu le disais, ils ont quelques joueurs de ballon
plutôt très intéressant, hein. Alors voilà, après moi, Berisha, je suis pas très très fan. Autant c'est un beau nom pour un, je pense il apporte quand même de la qualité, autant c'est peut-être pas le joueur, en tout cas le joueur qui apporte de la régularité dans une équipe. C'est plus un joueur de fulgurance, on va dire, capable de faire des gros matchs, mais aussi de se perdre totalement. C'est un joueur qui a explosé notamment à Salzbourg, et Salzbourg, voilà. On va pas dire que c'est facile d'exploser à Salzbourg, mais c'est facile en tout cas de se mettre en valeur dans une équipe comme Salzbourg qui attaque beaucoup, qui marque beaucoup de buts. Mais c'est vrai que voilà, dans une équipe comme Reims où c'est peut-être lui qui a les clés du jeu avec son compatriote kosovar Arber Zanelli, c'est peut-être pas le joueur sur lequel il faut se reposer pour qu'une équipe fonctionne. Quoi qu'il en soit, passons plus côté brestois maintenant. Côté Ah bah oui. brestois, est-ce que on va démarrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 jours qui vont nous amener à Noël, qui vont être très intenses, avec des matchs tous les 3 jours pour le coup, avec des matchs contre Lyon, contre Montpellier et contre Lens après ce match contre Reims. Est-ce que toi tu anticiperais un peu ces quelques matchs maintenant qu'on a, on a quand même un petit matelas relativement, alors pas définitif, loin de là, mais quand même relativement stable déjà par rapport au 19e qui n'avance pas, qui est Lorient évidemment, c'est toujours intéressant de le noter. Donc est-ce que tu changerais face à une équipe qui nous est abordable, on va dire, ou tu le ferais plutôt contre Lyon, où sans jeter le match, on mettrait peut-être pas la meilleure équipe pour s'imposer? Bah moi je changerais contre Reims, puisque effectivement, en fait c'est pas tant que ça une question de niveau, c'est plus une question D'adversaire, profil de l'adversaire. voilà, de profil de l'adversaire. Dans le sens où on l'a dit, Reims ne voudra pas le ballon. Il y a, enfin moi il y a un nom qui me vient tout de suite en tête, c'est celui de Gaëtan Charbonnier, qui bah, lui sait organiser le jeu. Sa rentrée à Bordeaux, c'est peut-être sa meilleure rentrée depuis qu'il est sur le banc. C'est-à-dire qu'il a eu un peu plus de temps aussi que 5 minutes. Oui, ça peut jouer. Mais et puis aussi à ne pas oublier, c'est un ancien Rémois. L'an dernier, il avait, enfin on a senti que ça lui tenait à cœur ce match. Il avait marqué. Donc ça peut être vraiment le type de match presque taillé pour lui, tant sur l'adversaire que sur le profil de l'adversaire. Et puis après ça, c'est plus un choix peut-être affectif, je sais pas. Mais je changerais bien Paul Lannes qui m'a semblé, enfin je le dis encore, a fait peut-être son meilleur match contre Bordeaux, mais qui physiquement semblait à bout et n'aura peut-être pas la caisse pour aller suivre le duo Zenelli et Berisha. Et du coup, je tenterais peut-être soit de retenter Mbok, soit de remettre Christian Batokyo qui confirme sa bonne forme physique, même s'il a fait une entrée plutôt très très décevante face à Bordeaux. Après pareil, c'est 15 minutes par 15 minutes, donc Oui. c'est difficile de vraiment le juger sur ces entrées-là, parce qu'il a vraiment pas l'occasion de se mettre en valeur, d'autant plus sur un match très fermé, autant contre des équipes où on mène d'un ou deux buts, c'est plus facile, quoi, parce il y a des espaces, il y a l'occasion de lancer les joueurs en contre, et c'est plutôt là-dessus qu'il est plutôt très fort. Mais sur un match contre Bordeaux où on subit de manière générale, c'est vrai que Batokyo, c'est pas vraiment le style de match dans lequel il excelle. Je sais pas si toi tu ferais le changement. J'ai posé la question et je m'étais pas vraiment penché sur celle-ci. C'est vrai que l'adversaire pousserait à retrouver l'ancien Stade Brestois. Maintenant, est-ce que on a perdu totalement les repères de l'ancien Stade Brestois? Est-ce que c'est aussi un peu risqué? Ce qui est sûr, c'est que au niveau notamment des latéraux, qui sont peut-être l'une des clés du match pour les Brestois, contre Lille notamment, ils étaient aux fraises côté lillois. Là, pour le coup, je pense qu'avec Thomas Fouquet et Ghislain Conan, il y a du répondant, notamment au niveau athlétique, pour des joueurs comme Honora et Cardona. Plus globalement, la défense rémoise est plutôt rapide, donc c'est peut-être pas en profondeur qu'il faudra trouver les solutions. Donc effectivement, peut-être que contre Reims, ce serait peut-être plus judicieux de changer et de mettre peut-être des Gaëtan Charbonnier, toujours Romain Fèvre, hein. Pour moi, Romain Fèvre, ça ne bouge pas, ça reste dans le 11 type. Après, c'est vrai que c'est la première fois qu'il va jouer autant en aussi peu de temps, même s'il a joué avec les espoirs. C'était peut-être pas le même niveau d'intensité, surtout face aux adversaires contre qui il a joué. Donc il faudra peut-être le faire reposer un match. Pour moi, ce serait plus contre Lyon qu'il faudra le faire reposer.
Là, pour le coup, on jouerait le contre à 200%, donc voilà, on aura Cardona peut-être sur les côtés, et peut-être même le doigt rond, hein, puisque si on doit défendre, c'est peut-être son registre un peu plus fort, même s'il tend à ne pas être d'accord avec nous visiblement. Mais ouais, je dirais du charbonnier, du fer, du joueur de ballon contre Reims. Maintenant, il faudra aussi faire les efforts défensifs parce que Reims c'est une bonne équipe de contre avec des joueurs très rapides sur les côtés. Donc il faudra être discipliné. C'est un mot que actuellement l'entraîneur utilise toutes les 2 phrases environ. Donc voilà, solide, discipliné, mais il faudra beaucoup de créativité si on veut marquer contre une équipe comme Reims. Et j'ai une question qui, elle, est plus d'un ordre administratif. Est-ce qu'on fait jouer Aris Belkebla? Je m'explique. Si Aris Belkebla prend un carton jaune contre Reims, il sera suspendu face à Lyon puisque ce sera son 3e carton jaune en 10 matchs. Par contre, s'il joue pas face à Reims, il repartira 1, puisqu'en fait il a pris son premier carton jaune il y a de ça 9 matchs contre Monaco. Donc on repartirait sur un nouveau cycle et il pourrait prendre 2 jaunes sans être suspendu tranquillement. Donc est-ce qu'on le sacrifie pour Reims histoire d'être sûr de l'avoir sur les échéances à venir, ou on considère que le match de Reims c'est plus important, sachant que en plus tu as dit que tu voulais peut-être pas nécessairement LAN, donc si tu enlèves Belkebla ensuite, c'est chaud, c'est ça change tout le milieu. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il prend un carton jaune face à Reims, il est absent face à Lyon, et aller à Lyon avec un milieu expérimental, je suis pas emballé par l'idée. En Coupe de Ligue, ça marche, mais en Ligue Oui. 1, c'est un peu plus chaud. C'est ça. Eh ben, c'est tout un tas de questions que nous n'avons pas à nous poser puisque nous ne sommes pas entraîneurs du Stade Brestois. C'est vrai. Et ça, même si on pourrait aimer l'être, c'est comme un certain luxe. Alors je vois que par contre que Conan s'est blessé et Zenelli s'est possiblement blessé également. Mais ça malheureusement on peut pas. On le saura probablement que la veille de match, ce qui est assez frustrant, hein, malheureusement. Et pour continuer, pour terminer peut-être même ce face-à-face entre Reims et Brest, peut-être les 2 meilleurs gardiens de Ligue 1 l'année dernière qui s'affrontent. Je dirais quand même numéro 1 Rajkovic, hein, un gros CV en plus, hein, vainqueur notamment de la Coupe du Monde U20 avec la Serbie. Il me semble que c'était en 2015 si je dis pas de bêtises, ou 2013, je ne sais plus. Et Gauthier Larsonneur qui revit depuis 2 semaines, on va dire. C'est toujours intéressant d'avoir 2 des meilleurs gardiens de Ligue 1 face à face. Ça peut se jouer aussi sur une erreur. Ouais, avec quand même peut-être précision. Rajkovic était assurément le meilleur gardien de Ligue 1 l'an dernier, mais cette saison c'est très difficile en ce début de saison pour lui. Il est plus très décisif, il a fait pas mal d'erreurs, mais un peu comme Larsonneur, il revit ces dernières semaines, donc à voir. Mais je pense qu'on n'aura pas le Rajkovic qu'on a pu voir sur le dernier match de Ligue 1 l'an dernier où il avait été absolument monstrueux. En tout cas, voilà, Reims, on disait que c'était une équipe relativement solide, notamment depuis quelques semaines, mais ça prend quand même pas mal de buts, hein, 22 en 13 matchs, c'est seulement 2 de moins qu'un Stade Brestois qu'on disait tout à fait perméable. Le Stade Brestois qui n'est plus seule pire défense de Ligue 1, puisque Strasbourg et Lorient Strasbourg qui était déjà à 24 buts, donc il était pire défense de Ligue 1. Brest est toujours pire défense de Ligue 1 sur coup de pied arrêté, je pense que c'est incontestable. Mais Reims, ils sont pas très bien, hein, ce qui est un peu surprenant quand tu as un garçon comme Rajkovic ou même comme un Abdelhamid en défense centrale. Reims a quand même pris 6 buts sur coup de pied arrêté cette saison. Il y a un truc à prendre, que ce soit pour Steve Mounier ou Jean-Kévin Duverne ou même Brendan Chardonnay. Est-ce que ce match ce serait pas les 2 Spider-Man qui se pointent du doigt face à face? Ah si. Voilà, finissons là-dessus, je pense, sur ce mime. Oui, je pense que c'est... Merci à toi, Yann, merci à toi. d'avoir été avec moi. On salue Fanche une dernière fois. Mm. Petit ange parti trop tôt. Et on se dit la semaine prochaine. Oui, et puis, Même heure, même endroit pour débriefer, ou peut-être dimanche, on ne sait pas. C'est toujours au dernier moment. Donc voilà, peut-être dimanche, mais sûrement jeudi prochain pour débriefer ce Brest-Reims, mais aussi parler peut-être de Brest-Lyon, oui. puisqu'il aura lieu mercredi. On va pas en parler dans ce podcast. Il y aura peut-être un petit truc. Ce serait peut-être l'occasion de faire un petit truc en début de semaine, si on trouve un peu de temps. Mais sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon match contre Reims depuis votre canapé évidemment,
Et allez Brest. Oui, et bah moi je vais vous souhaiter bon courage et allez Brest. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.